Emmaüs Solidarité et toutes les équipes qui nous accueillent ici, avec Aurélie Elassac et toutes les équipes, ainsi que les équipes de Médecins du Monde, d'Utopia 56 et les nombreux bénévoles qui, depuis 7 mois, contribuent à faire de ce centre de premier accueil humanitaire un centre exemplaire. Je veux aussi bien sûr remercier la présence de grands dirigeants d'associations. Je pense à Pierre-Henri, directeur général de France Terre d'Asile, qui nous rejoint, même s'il n'est pas là, il va nous rejoindre. Il arrive, c'est ça. Voilà. Pierre-Henri, directeur général de France Terre d'Asile, dont les équipes ici présentes sont très mobilisées elles-mêmes pour accueillir les réfugiés. Je veux aussi remercier l'ensemble des élus qui sont autour de moi, j'y reviendrai, les élus qui sont auprès de moi dans l'exécutif de l'obligation à qui j'ai confié la mission de la solidarité et notamment la question des migrants et des réfugiés. Je veux remercier les adjoints comme Colombe Brossel qui suit les questions de prévention, de sécurité et des quartiers populaires à Méditerranée. Marie qui est ici et qui est aussi impliquée, non seulement à travers sa fonction au Conseil de Paris, mais aussi la mission qu'il assume avec brio auprès de moi sur les questions de propreté. Je veux remercier les présidents des groupes du Conseil de Paris et leurs représentants ici présents. Et nous sommes tous réunis, tous les groupes, majorité comme opposition. Je veux remercier Anne Souiris, la coprésidente du groupe Les Verts. Je veux remercier Rémi Ferraud, le président du groupe socialiste et apparenté. Je veux remercier Nicolas Bonnet, le président du groupe communiste et de gauche. Je veux remercier Fadila Béat, qui représente ici le groupe UDI moderne. Et je veux remercier Christian André, qui représente ici le groupe Les Républicains. Bien sûr, celui qui nous accueille dans son arrondissement, je pense à Éric Lejoin, le maire de cet arrondissement, qui est infatigable, sans relâche sur les questions relatives à la solidarité dans cet arrondissement. Nous n'avons eu de cesse, depuis des mois, de rechercher et de proposer des solutions pour répondre aux défis migratoires en respectant bien sûr la tradition d'accueil de notre pays, pour faire de la dignité humaine notre priorité commune, pour limiter l'impact de cette situation sur la vie quotidienne des habitants des quartiers nord de Paris, ici le 18e, mais je pense aussi au 19e ou encore au 10e arrondissement. Dans cet état d'esprit, j'ai tenu à m'exprimer de nouveau aujourd'hui devant vous. Nous voyons tous, la situation actuelle est intenable et doublement indigne pour les migrants comme pour les habitants qui sont dans une incroyable solidarité, mais sont aujourd'hui pour certains à bout et chacun peut le comprendre. Je veux à nouveau saluer le travail des élus et des équipes de la ville, que ce soit les équipes qui s'occupent du social, qui s'occupent des questions de santé, bien sûr de sécurité, de prévention et de propreté. Je sais que l'État partage ce point de vue pour avoir échangé ces dernières semaines avec le président de la République, avec le Premier ministre et les ministres et les préfets concernés. J'ai à ce titre apprécié les propos d'Emmanuel Macron lors de son discours à l'Hôtel de Ville le 14 mai dernier, qui a salué l'engagement de Paris en faveur des migrants et qui a appelé à une réponse humanitaire digne. Je ne doute donc pas que des mesures seront prises par le gouvernement, mais il s'agit d'aller vite, très vite même, car il y a une urgence humanitaire. J'en veux pour preuve le campement qui se situe à quelques centaines de mètres de ce lieu et qui réunit aujourd'hui plus de 1500 migrants en attente d'une prise en charge. Je veux à nouveau rendre hommage à toutes celles et ceux citoyens, administrations, élus, bénévoles, militants, associatifs pour la générosité avec laquelle ils
cette situation. Dans des conditions, je sais, difficiles, chacune et chacun, agents du service public, bénévoles, associatifs, élus ou simples citoyens, font leur possible pour maintenir sur ce campement un minimum de salubrité aux côtés des associations et des riverains. Nous ne sommes pas loin de revivre une triste expérience, celle qui a vu de janvier 2015 à novembre 2016 se déployer des campements de masse dans Paris, pouvant atteindre jusqu'à 4000 personnes dans nos rues. Nous devons impérativement tirer collectivement les leçons de ce qui s'est passé depuis 3 ans en France, de ce qui a marché et aussi de ce qui a moins bien marché. Collectivement, car c'est en effet un double appel que je veux lancer aujourd'hui. Un appel au gouvernement qui est en train de réfléchir à ces questions et qui devra présenter ses propositions la semaine prochaine, et un appel aux élus locaux pour qu'ils participent à l'effort de solidarité nationale, mais aussi qu'ils entendent que l'accueil des migrants ne peut être une richesse si elle est organisée et si elle tient compte des contextes locaux. On ne compte plus les expériences d'élus légitimement anxieux avant l'arrivée d'un centre et qui constatent après son ouverture qu'il fonctionne sans aucune difficulté. Pour relever ce défi collectif, j'identifie 3 clés de réussite. Premièrement, on ne peut plus gérer au coup par coup, il faut de l'organisation. L'organisation du premier accueil pour laisser aux migrants le temps de se poser, de se reposer dans des conditions dignes pour faire des choix judicieux, que ce soit la demande d'asile, la poursuite de la route ou parfois même le choix du retour qui n'intervient qu'après un temps de France. L'organisation, c'est nécessairement la répartition, car cette crise migratoire est avant tout une crise de l'accueil des migrants. Des solutions à notre portée peuvent être trouvées si chacun y prend sa part. État, collectivité, association. Deuxièmement, il faut penser simultanément l'urgence et le long terme, c'est-à-dire l'intégration, parce que tout se tient. L'urgence, c'est ce centre qui a accueilli 12 000 personnes en 7 mois, mais qui ne peut se résoudre et résoudre à lui seul la question de l'accueil digne de tous les migrants humanitaires. L'intégration, elle, est l'affaire de tous, État, collectivités, associations, migrants eux-mêmes, bien sûr. Le FMI lui-même, que l'on peut difficilement taxer d'être un défenseur de thèse radicale, l'a écrit dans un rapport d'octobre dernier. L'arrivée de migrants a un impact positif sur la croissance et les finances publiques, surtout dans les pays aux populations vieillissantes. Je ferme les guillemets. À 2 conditions, l'apprentissage rapide de la langue et l'insertion rapide sur le marché du travail, quitte à poursuivre dans un second temps des études plus longues. La 3e clé de réussite, agir ici, mais aussi bien sûr agir dans les pays d'origine. Cela implique une diplomatie ambitieuse pour restaurer la paix et permettre le respect des droits des peuples dans les pays en guerre, et je veux saluer ici les récentes initiatives du président de la République sur ce sujet. Cela implique aussi de développer la coopération économique dans laquelle les collectivités ont toute leur place, mais aussi toute leur responsabilité. C'est ce que fait Paris. Pour ce sujet comme pour les autres, tout ne peut être attendu de l'État, chacun doit prendre sa part. À ces conditions, on peut réconcilier éthique et efficacité, humanité et respect de l'ordre public. Il n'y a pas lieu d'opposer les deux. C'est précisément le sens du vote d'un vœu mardi dernier au Conseil de Paris par tous les groupes politiques du Conseil, ici présents aujourd'hui, membres de la majorité et de l'opposition, dans une unité symboliquement très forte, parce que très rare. Très forte aussi, parce que nous savons que les partis politiques du Conseil de Paris ont des clés de lecture
loi pour l'accueil et l'intégration des migrants en France qui reprend ce que je viens de vous dire. Cette proposition comporte des mesures importantes et nécessaires. L'inscription dans la loi du principe de responsabilité des pouvoirs publics à offrir un premier accueil digne aux migrants qui viennent chercher refuge et à la définition de centres humanitaires de premier accueil à l'image de celui-ci, de celui de la Chapelle, comme étant une réponse pertinente qu'il convient de décliner dans les autres métropoles de France, notamment sur le chemin des immigrations. Il s'agit ni plus ni moins de tirer tous les enseignements et toutes les recommandations que le défenseur des droits et que la jurisprudence du Conseil d'État ont élaborées. Deuxièmement, proposer dans cette proposition de loi une vraie répartition dans toute la France des places du dispositif national d'asile, avec une programmation sur 5 ans des créations de places. Rendons-nous compte qu'avec 36 000 places créées en 5 ans, c'est-à-dire ni moins une place par commune française, nous aurions relevé ce défi de l'hébergement. La répartition, elle existe déjà dans les lois, elle a déjà été proposée et elle est déjà à l'œuvre dans des pays où cela fonctionne. Dominique Bersini s'est rendu à Madrid en Allemagne pour analyser, comprendre la façon dont l'Allemagne procédait. On pourrait aussi dire la même chose de l'Italie. Troisièmement, l'instauration d'un délai maximal de 6 mois pour le traitement complet des demandes d'asile et l'abaissement en cohérence à 6 mois du délai permettant aux demandeurs d'asile de travailler en cas de non-réponse des autorités françaises. Quatrièmement, la nationalisation du dispositif d'évaluation de la minorité des jeunes migrants à l'intérêt de l'enfant. Là aussi, vous savez, la question des mineurs isolés étrangers et de l'identification de leur minorité est un sujet. Nous en avons débattu lors du Conseil de Paris, à la demande d'ailleurs des associations qui ont porté devant le Conseil de Paris la première pétition, e-pétition. Cinquièmement, un changement d'échelle du dispositif de formation linguistique et l'accès à des cours de français avant l'obtention du titre de séjour. Je sais que ce sujet fait débat, mais il est essentiel et je suis sûre qu'il doit faire consensus. Sixièmement, la généralisation de l'expérience menée en Île-de-France et dans les Hauts-de-France du parcours tout en un, où sont associés apprentissage du français, accès à la formation qualifiante et hébergement. Septièmement, la création d'une agence de l'accueil et de l'intégration avec des représentants territoriaux et à sa tête un haut commissaire qui puisse animer le travail interministériel et assiste au Conseil des ministres pour les sujets qui le concernent. Huitièmement, la création d'un fonds de soutien aux collectivités, aux initiatives des préfectures et aux initiatives des associations. Enfin, je rappelle 2 propositions déjà adressées au gouvernement début juin et qui relèvent, elles, de l'Union européenne, parce que c'est aussi et surtout à cette échelle que des réponses doivent être trouvées. La première de ces 2 propositions déjà formulées au Parlement, l'harmonisation par le haut des critères d'éligibilité à l'asile entre les îles de l'Union européenne. Et la deuxième proposition que j'avais formulée, la répartition en Europe de l'accueil et de l'application avec discernement de la réglementation dite de Dublin, car il n'est pas envisageable, si on veut que ça marche, si on veut de l'efficacité, de faire porter à l'Italie seule un effort de solidarité qui ne peut être qu'européen. J'inviterai donc tous les partenaires et parlementaires à se saisir dès aujourd'hui de ces propositions afin que ce débat soit porté rapidement, qu'il puisse être porté au Parlement, que cela aboutisse à une loi de programmation, ce dont nous avons besoin, dès la rentrée, avec la mise en œuvre des mesures effectives d'ici la fin 2017. C'est ainsi, je crois, que nous pourrons sortir de l'urgence, anticiper les besoins et agir de façon digne et humaine. C'est ainsi que nous pourrons faire du défi migratoire une réussite pour la France et l'ensemble des Français. Je vous remercie de votre attention.
Je veux bien sûr donner la parole à mes collègues du Conseil de Paris s'ils souhaitent dire quelques mots ou répondre à vos questions. Différents groupes, de gauche, de droite, du centre, c'est un fait grave, il faut le noter, d'autant que nous avons des débats entre le Conseil de Paris. L'insistance sur le fait que l'humain d'abord a pris le dessus, que finalement l'expression que l'on porte aujourd'hui, c'est l'expression que la France doit avoir à l'échelle nationale et internationale. C'est l'expression des droits de l'homme d'abord, c'est l'expression de la solidarité, et c'est le rôle des élus de la capitale de porter ça aujourd'hui. Anne Hidalgo lance aujourd'hui 3 appels. Le premier appel, c'est l'urgence. L'urgence par rapport à la crise humanitaire et la nécessaire mise à l'abri, le rôle que l'État doit jouer demain. Il ne s'agit pas d'attendre 3, 4, 5 jours. Il s'agit d'intervenir et de libérer des places d'hébergement au Canada très rapidement. Et ça, ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas notre pouvoir, c'est le pouvoir de l'État et du gouvernement. Le deuxième appel que lance Anne Hidalgo, c'est auprès des autres collectivités. Ce centre d'accueil dans lequel nous sommes aujourd'hui est une réussite. C'est une réussite parce que des personnes ont pu poser leur bagage, ont pu retrouver la ressource après un long périple, après des violences, après la barbarie, et ont pris après leur bagage pour aller vers des centres d'hébergement, s'intégrer dans notre société, apprendre le français, pouvoir retrouver un travail. Et aujourd'hui, on manque de centres d'accueil. Anne Hidalgo lance un appel que je veux relayer auprès des autres collectivités, auprès des maires de grandes communes qui sont notamment sur le parcours migratoire. Cet appel a déjà été entendu par un maire. C'est un maire communiste de ma famille politique à Ivry et qui permet aussi d'accueillir des femmes et des enfants. Et c'est très important parce que ce geste a eu lieu en janvier et je souhaitais insister sur ce premier geste qui doit être prolongé par d'autres maires et notamment des maires de grande. Le troisième appel, c'est celui parlementaire. Alors, on a eu la proposition de loi, le projet dans les dernières heures. J'ai pu regarder rapidement ce qu'il y a dedans. Je partage beaucoup de choses et je pense que je vais le relayer auprès des parlementaires communistes, notamment le sénateur de Paris, Pierre Laurent, pour qu'on puisse porter ça ensemble et qu'on puisse le faire valoir à l'échelle nationale. Voilà, c'est ce que je vais vous dire et je remercie Anne Hidalgo de cette initiative. Poser la question si la France doit répondre à ce devoir humanitaire. Est-ce qu'il faut qu'elle s'organise? Bien évidemment. Est-ce qu'il faut également que ce devoir humanitaire et cette charge d'accueillir les réfugiés soit partagée? Bien évidemment, sur tout le territoire français. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut également penser au riverain. Et ce qui est votre problème ici, c'est que l'afflux des réfugiés a créé des problèmes de rejet de la part des riverains compréhensibles, puisqu'ils se sont sentis agressés. Il ne faut plus que cela se passe, et pour cela, il faut que cela soit organisé. Ce centre humanitaire est un premier. Il faut en tenir compte, il faut tirer la leçon de ce qui s'est passé, et il faut, à mon avis, également multiplier les centres d'accueil militaires sur tous les territoires. Voilà ce que je voulais vous dire. Il ne s'agit pas d'être de droite ou de gauche, mais simplement de savoir si la France de se montrer à la hauteur de sa tâche et de son honneur, c'est d'accueillir les réfugiés dans de bonnes conditions. Voilà ce que je voulais dire. Parce qu'il y a un moment où la question qui se pose, c'est la question du courage politique. Et le courage politique en France, en ce moment, c'est ce qui manque beaucoup face aux réfugiés. Il y en a eu dans d'autres pays d'Europe. Ce n'est pas une question de droite ou de gauche. On a pu le voir en Allemagne, où il y a eu un courage, il y a un courage certain pour accueillir les réfugiés. Et où en France, il y a un vrai problème, d'accueil humanitaire, de faire en sorte que chacun prenne sa responsabilité. Là, il y a un appel auprès des maires, parce que chacun prend ses responsabilités, auprès des maires de toutes les couleurs politiques et auprès du gouvernement qui se targue d'être aussi de plusieurs couleurs politiques et qui pourrait ici trouver une manière de montrer un premier courage politique. Donc j'espère que cette union parisienne, qui est aussi l'union parisienne des habitants de Paris, et c'est ça qui est très important, va pouvoir porter ses fruits. Ma reconnaissance à la démarche de l'égalité et ma satisfaction
solutions dont on vient de parler. Car ce plan, ce projet de loi est exactement ce qu'il faut faire et retient et reprend l'ensemble des discussions qu'on a pu avoir sur le sujet. Nous avons ici expérimenté une solution. Qu'on le sache, cette solution fonctionne. Elle est utile. Naturellement, elle peut à elle seule résoudre l'ensemble des problèmes. C'est pourquoi, précisément, il convient de décliner, comme ça vient d'être excellemment exposé, des solutions de ce type dans d'autres régions de France et en aval des solutions d'hébergement. Recueillir évidemment l'ensemble des situations et donner concrètement des réponses administratives dans des délais raisonnables et raisonnablement courts. C'est 6 mois, c'est déjà long, mais je sais qu'il doit difficilement faire mieux. Et ensuite, en effet, donner à ces publics la liberté d'exister de manière autonome sur le territoire national, dans ce pays d'accueil. Et ça passe par l'apprentissage français. C'est le seul moyen de leur permettre d'avoir la capacité de se situer de façon autonome. Les parcours de ces personnes sont des parcours très complexes, très difficiles. Il aura fallu de l'astuce, de la volonté, du courage pour arriver jusqu'à Paris et pour être acquis dans cet établissement. Eh bien, ces capacités, dès lors qu'ils ont acquis la possibilité de communiquer dans notre langue nationale avec l'ensemble de leur environnement, leur servira dans des démarches personnelles d'insertion. Et donc, ces 3 fonctions sont absolument nécessaires et, comme ça vient d'être dit, c'est à la portée. Nous ferons des propositions concrètes en matière d'équipement et en matière de formation pour soutenir ce projet, car nous sommes dans le faire et nous n'avons pas l'intention d'en rester là où nous sommes uniquement par la gestion de cet équipement magnifique. Merci encore et vraiment ça fait plaisir à voir cette unanimité politique autour de cette question. C'est très encourageant. Je voudrais d'abord remercier Anne Hidalgo et le Conseil de Paris de porter avec ténacité cette question de la migration et d'un dispositif d'accueil digne. Je résumerai notre enjeu et nos objectifs autour de 4 mots: l'anticipation, la planification, l'harmonisation et l'organisation. Anticipation, elle est nécessaire. Nous ne pouvons pas continuer à vivre cette situation. Nous sommes proches de la 34e évacuation à Paris et nous avons tous une expertise sur le sujet. Nous savons tous ce qu'il convient de faire. La proposition de répartir les migrants et les réfugiés dans des centres de premier accueil dans les grandes capitales régionales est une solution viable, juste et digne. Il reste à avoir la volonté politique de le faire. Ensuite, l'harmonisation. C'est à partir du moment où on a un système digne, équilibré et réparti sur le territoire, que nous pouvons avoir des règles communes d'accueil, dire qui doit aller vers quel dispositif, parce qu'il y a évidemment des règles à respecter. Et puis, on ne peut pas parler d'accueil sans parler d'intégration. Je rappelle que l'année dernière, 36 000 personnes se sont vues délivrer le statut de réfugié. Ce sera à peu près autant cette année et les moyens en matière d'intégration montent beaucoup. C'est pourquoi le plan qui vient d'être présenté, dont je viens de prendre connaissance, me paraît relever de l'intérêt national. Et j'espère qu'il sera pris comme tel par l'ensemble des forces présentes à l'Assemblée nationale. Il en va tout simplement du respect des valeurs de notre pays et de nos engagements
Évidemment, nous n'allons pas régler la situation tout seul, ni à l'échelle d'un territoire, style celui de l'Île-de-France, ni à l'échelle du pays, parce que la question se pose aussi en termes de solidarité et de confiance au niveau européen. Mais en tout cas, il y a aujourd'hui un certain nombre de propositions très concrètes qui sont sur la table, et j'espère que la représentation nationale saura s'en saisir dans l'unité. Merci. Il va falloir mettre à l'abri des personnes qui sont sur le trottoir ici à la porte de la Chapelle et nous demandons que ce soit le plus rapidement possible. Bien sûr que c'est essentiel à la fois pour les personnes qui sont dans cette situation totalement indigne. Vous savez qu'il y a eu des cas de garde, vous savez c'est sur le plan sanitaire quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Et en même temps, nous le savons, s'il y a juste une évacuation avec mise à l'abri sans l'organisation plus structurante qu'il nous faut proposer, et aujourd'hui on a cette expertise. Nous sommes des solutions. Nous ne sommes pas des problèmes. Les associations, les élus locaux, les maires, les villes qui sont confrontés à ces situations, nous sommes les solutions et nous voulons les proposer, les mettre vraiment pour accélérer le processus. On ne va pas tout réinventer sans tenir compte de ces expériences. Donc c'est ce que nous mettons aujourd'hui sur la table, ce que j'ai déjà exprimé à plusieurs reprises. Il y a des propositions nouvelles, mais aussi des éléments qui relèvent de politiques que nous avons construites ici avec des associations à Paris, qui sont aussi, par exemple, celle que porte notre collègue de Grande-Sainte, qui est aussi confrontée à une situation d'urgence extrême. Mais nous le savons, le fait de mettre à l'abri le traité d'urgence ne réglera pas le problème de fond. Mais il ne faut pas s'arrêter à cette affirmation-là. Il faut donc traiter le problème de fond. Traiter l'urgence et le problème de fond, c'est ce que nous